Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Je te fais cette vidéo qui va être sans doute assez spontanée, assez à la one again là, parce que je vous avais proposé il y a quelque temps de faire une vidéo de questions-réponses et donc la voici, la voilà. Je réponds à vos questions. Déjà des questions qui m'ont pas été posées directement en lien là avec la vidéo que je proposais. Mais vous savez que là, sur ma chaîne YouTube, enfin non, peut-être que tu ne le sais pas, mais dans ce cas-là, tu peux aller voir. J'ai une chaîne qui parle de mon grimoire que j'ai fait. Donc, en fait, c'est ma vidéo qui est la plus vue. C'est ma vidéo la plus commentée. C'est la vidéo sous laquelle j'ai le plus de questions. Et je suis tout embêtée avec cette vidéo parce que ma grimoire, elle remonte un peu au moment où je faisais des essais un petit peu pour tâtonner, pour savoir exactement quelle était ma voie. Je m'interrogeais sur le fait d'être sorcière ou non, notamment, d'où l'idée de grimoire. Il y a des gens qui sont venus me corriger pour dire la différence entre le livre des ombres qui est plus la catégorie un peu brouillon du grimoire, où on prend des notes sur nos pratiques, et la partie grimoire, qui est quelque chose de plus structuré, de plus un ouvrage de référence. Il y a eu des questions du style, mais alors, qu'est-ce que c'est devenu depuis le temps? Est-ce que tu as continué telle ou telle page? Et en fait, c'est une pratique que j'ai un peu abandonnée en tant que telle, en tant que le grimoire comme pratique de sorcière, parce que, tout compte fait, je me définis pas comme sorcière. Et du coup, ça faisait juste plus trop partie de mon paysage. Ceci dit, il est toujours là, il est avec mes tarots. Et en fait, j'y ai quand même noté des ressources qui sont importantes pour moi. Donc ça devient pour moi un ouvrage de référence dans lequel je vais fourrer mon nez de temps en temps. Quand j'ai vraiment quelque chose d'important, une découverte que j'ai fait au niveau du tarot, ou par exemple une grille de référence que je trouve importante, dans ce cas-là, je la recopie, mais j'avoue que j'y ai apporté moins de soins, moins de fioritures, j'y ai mis moins d'âme, parce qu'avant, les dessins que j'y ai faits, entre autres les dessins en géométrie sacrée, tous les diagrammes que j'y ai mis, etc. J'y ai vraiment mis une intention, et quelque part le fait de faire un grimoire en soi-même, c'est déjà une pratique magique. Et là, du coup, les notes que j'ai continué à y prendre n'étaient pas de l'ordre de la pratique magique. C'était plutôt des notes que je souhaitais conserver. Du coup, non, je suis vraiment désolée de décevoir tout le monde, mais j'ai pas poursuivi vraiment le fait de développer un grimoire. Alors peut-être que ça me reprendra, peut-être qu'il va être continué sous forme de grimoire, peut-être que je vais enjoliver les pages que j'ai écrites depuis. Je dis pas que c'est une histoire close, finie, définitive, que je vais brûler le truc et que c'est vraiment clos. Mais ceci dit, il n'y a pas eu d'amélioration ni quoi que ce soit. Ceci dit, les gens qui tombent sur cette vidéo de mon grimoire, c'est en général des gens qui sont juste vite fait de passage sur ma chaîne YouTube, qui n'ont pas du tout regardé le reste, qui s'intéressent pas forcément à mon évolution du moment. Du coup, je pense même pas qu'ils tomberont sur cette vidéo. Et du coup, tant pis pour eux. Voilà, haha. Non, blague à part, je sais pas si les gens qui vont voir cette vidéo sont mon audience au sens large en fait. Donc je ne sais pas si ça sert à grand chose la question, enfin la réponse que je te donne aujourd'hui. Autre question qu'on m'a posée il y a quelques temps. Je vais en parler ici parce que c'est une question qu'on m'avait déjà posée, qui a tendance à j'ai pas mal de gens qui s'intéressent à cette question. C'est par rapport à la typologie MBTI. Vous savez, le classement des 16 personnalités selon les types MBTI, on peut faire un test et tout. Je l'avais rattaché avec le système des personnages de la cour dans le tarot. Et je dis comment j'ai fait en fait dans cette vidéo. Tu peux regarder, hein, c'est sur YouTube, c'est ma vidéo sur les personnages de la cour mis en parallèle avec les 16 personnalités type MBTI. Et en fait, j'ai eu pas des critiques mais des interrogations parce qu'en dessous, j'ai mis un lien où on peut trouver d'autres tableaux réalisés notamment par des anglophones qui reprennent ces types MBTI avec des correspondances tarologiques où il y a des liens qui ont été faits entre MBTI et tarot. Et en fait, ça correspond pas pour certains personnages exactement à ce que moi j'ai interprété. Et du coup, les personnages m'ont demandé mais comment ça se fait qu'il y ait des différences entre toi, ton système, ce que tu proposes, et puis ce qui est proposé ailleurs sur des sites anglophones? Il faut savoir que le MBTI, c'est un système qui a été développé à part. C'est assez neuf en fait comme système, hein, ça date du XXe siècle et ça a été totalement marginal par rapport au tarot. Je veux dire, ça n'a pas été développé en support ou en réflexion conjointe avec une réflexion tarologique. Le tarot, il n'était même pas question de classer des types des personnalités, c'était pas encore l'époque quand on a créé les archétypes des personnages de la cour dans le tarot.
Et du coup, cette correspondance, elle est faite là, à l'heure actuelle, par des gens qui réfléchissent à la question et qui se disent « Ah ah, comme c'est bizarre qu'il y ait 16 personnalités MBTI et 16 personnages de la cour, et du coup, il y a des liens à faire. » Et moi, je les ai faits en les argumentant, en te disant pourquoi j'avais associé tel type MBTI à tel personnage de la cour. Mais c'est ma classification. Et quelque part, si tu as envie d'inventer d'autres types de correspondances, tu le peux. En fait, c'est pas du tout quelque chose qui est figé, c'est pas du tout qui a été conçu de façon conjointe. Et du coup, voilà, il y a d'autres espèces d'interprétations ou d'autres façons de caser les personnages de la cour dans les personnages MBTI, dans les personnalités MBTI qui ont été conçues. Et c'est très bien, ça ouvre juste le champ, c'est juste une perspective de réflexion, c'est juste une autre façon de réfléchir sur les personnages de la cour. Et franchement, si tu t'interroges là-dessus, va pas plus loin que ça, quoi. C'est tout. Alors, j'ai eu une question en mail. Je me suis demandé si j'allais en parler ici parce que je pense que c'est une personne qui connaît pas bien mon travail en général. Donc, je me suis dit, juste vu que je pouvais répondre à des questions et du coup, elle pose les questions. Elle m'a posé 3 questions. Elle m'a dit qu'elle s'était mise au tarot de Marseille et qu'elle voulait savoir s'il était possible de faire des tirages sur ses vies antérieures avec le tarot de Marseille. La question m'a un petit peu désarçonnée parce que je suis pas super connue pour mon travail sur les vies antérieures, etc. Mais si tu as des tirages spécifiques que tu peux faire avec des tarots sur ou des cartes d'oracle sur tes vies antérieures, si tu sais comment travailler avec tes vies antérieures, je ne vois pas la contre-indication à le faire avec le tarot de Marseille. Et tu me demandes, est-ce que tu pourrais faire une vidéo où tu montres des exemples de tirages, etc. Non, j'en ai pas. En fait, j'aime pas spécialement travailler avec le tarot et les vies antérieures. Je pense que les vies antérieures, on en a pour la plupart beaucoup. Et du coup, c'est pas que je travaille pas avec les vies antérieures, je travaille avec les vies antérieures en libération énergétique. Mais du coup, je vais d'abord chercher si, pour tel problème qu'on a dans notre vie actuelle, est-ce qu'il y a une résonance avec une de nos vies antérieures. Dans ces cas-là, j'essaye d'avoir des informations sur cette vie antérieure et peut-être qu'après, je vais chercher avec le tarot ce qui a besoin d'être libéré en lien avec cette vie antérieure. Mais je fais jamais de tirage pur du style « j'ai envie d'avoir des infos sur mes vies antérieures » parce que je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup trop multiple et qui est pas assez dirigé. Et faut savoir si tu as envie de travailler sur les traumatismes qu'ont vécu tes vies antérieures, si tu as juste envie d'avoir des informations sur tes vies antérieures, du type combien tu en as eu, etc. Ou si tu as juste envie quelque part de faire une espèce de tourisme dans tes vies antérieures, c'est-à-dire de juste faire une démarche de mieux connaître ça. C'est des approches qui sont vraiment très très différentes. Et c'est pas quelque chose que j'ai particulièrement travaillé avec le tarot. Et du coup, non, je vais pas proposer, notamment sur ma chaîne, des tirages précisément pour ça. Mais honnêtement, il y a du matériel pour ça sur YouTube. Je sais qu'il y a plein de personnes à part moi qui font ça. Et du coup, vas-y, va farfouiller, tu trouveras vraiment de quoi. En plus, tu m'as posé la question après. Également, j'ai acquéri un oracle Béline récemment, puis j'ai également l'interrogé sur mes vies antérieures. Si tu connais un tout petit peu ma chaîne, tu vas voir que, genre, là, il y a un oracle ici. Je travaille pas avec l'oracle de Béline. Je travaille pas non plus avec un autre grand oracle qui est l'oracle G. Donc, c'est pas à moi qu'il faut s'adresser pour les grands oracles fondateurs. Et tu me dis, pour conclure, à ton avis, quelles sont les limites du tarot de Marseille? Le tarot de Marseille n'est pas un bon outil, a priori, pour aller détecter laquelle de nos vies antérieures est en train de remonter par rapport à tel problème. Je sais pas si c'est le meilleur outil pour travailler sur nos vies antérieures, en fait, déjà. Après, les limites du tarot de Marseille et les limites du tarot et les limites des oracles, mais pour moi, c'est un message que je veux te faire passer et vous faire passer à tous et à toutes. Le tarot de Marseille n'a pas d'impact dans la vie matérielle. Si vous voulez avoir un impact dans la vie matérielle par le biais du tarot, vous cherchez vos réponses dans le tarot, vous cherchez des conseils dans le tarot et vous allez les appliquer en vrai dans la vie matérielle. Le tarot de Marseille en soi n'est rien d'autre qu'un indicateur. Je le considère comme ça. Après, si tu t'y connais en sorcellerie, si tu t'y connais en magie, tu peux faire des canalisations sur les images. Tu peux poser une intention et faire tout un rituel autour de quelques cartes de tarot, mais ce ne sera pas avec un tirage de tarot à la base, tu vois, ce sera vraiment un travail d'intention à travers une image ou à travers quelques images du jeu de tarot. Donc voilà, pour moi, c'est la plus grosse limite et c'est la plus grosse confusion qu'on fait avec les tarots. C'est-à-dire que le tarot en tant que tel ne va pas pouvoir impacter directement ta vie matérielle à moins que tu aies une pratique de sorcellerie derrière.
Voilà, voilà Miss. Alors, je sais que du coup, tu dois pas super bien connaître mon univers pour me poser ces questions. Je t'invite à aller découvrir mes autres vidéos parce que tu en sauras sans doute plus. Et puis, je te souhaite une super journée quand même. Alors, j'ai eu une question qui était vraiment en lien avec le travail de l'ombre. Il faut savoir que, en fait, j'ai régulièrement des questions en lien avec le travail de l'ombre, notamment dans ma boîte mail, notamment sur mon groupe Facebook qui sert de support, en fait, pour mes cours, parce que j'ai un cours qui s'appelle Cheminer dans mon ombre et qui vous donne une méthode, en fait, pour travailler sur vos propres ombres. Et du coup, bah, ça m'arrive régulièrement d'avoir des questions qui rejoignent le travail sur le tarot et le travail de l'ombre. Donc, je te lis la question, ce qui est sous mes yeux juste là. Voici un résumé de la question. Toute ma vie, je me suis battue contre mon surpoids et je ne suis jamais arrivée à rester à un poids où je me trouvais jolie. Grâce au tarot, j'ai pu identifier la croyance suivante, que si je devenais belle et mince, je deviendrais une personne mauvaise, une femme qui se servirait de son pouvoir pour contrôler les autres, qui attirerait les personnes par un jeu de séduction et voudrait les dominer. Je souhaiterais savoir si vous pouviez me donner des pistes pour identifier l'origine de cette croyance et comment dépasser cette croyance pour pouvoir enfin perdre du poids en l'acceptant. Mais comment accepter quelque chose qui nous fait peur, honte et nous répugne? Alors effectivement, tu as donné, je pense que déjà ce que tu m'as dit en plus, hein, que j'avais vu parce qu'on a un petit peu conversé plus que ça avec cette personne, c'est que elle a réussi à identifier, notamment grâce au tarot et grâce à un travail d'introspection, que elle avait associé le fait être mince, c'est-à-dire être une vilaine petite biatch de cours de récréation comme elle en avait croisé à son collège, qui profitent quelque part de leur prestige physique, on va dire, pour pouvoir écraser un petit peu les autres personnes. Et je pense qu'en fait, quand on a une ombre comme ça qui est de réprimer la mauvaise petite biatch qui est en soi, d'accord? C'est pas la peine d'aller chercher pendant des jours, des mois et des années d'où est-ce que exactement ça vient. Parce que effectivement, ça peut te venir de ton collège, ça peut venir de ta petite enfance, ça peut venir du transgénérationnel, ça peut effectivement même venir des vies antérieures, etc. Et en général, c'est plutôt un réseau tissé qu'un seul traumatisme fondateur. En général, c'est vraiment quelque chose de très imbriqué sur plusieurs temps différents. Et c'est pas forcément nécessaire de tout savoir. Tout savoir, c'est de la curiosité intellectuelle. Si tu peux assouvir cette curiosité intellectuelle, c'est bien, mais je suis pas sûre que c'est ça qui t'aide à guérir. C'est ça qui t'aide à assouvir ta curiosité intellectuelle. Et si ça t'intéresse, là, effectivement, tu peux prendre le travail d'une vie pour le faire. Ceci dit, là, j'ai l'impression que l'urgence était plutôt pour toi d'avoir envie de te débarrasser soit de ce poids en trop, soit de cette d'avoir du poids, si on peut dire, de la douleur de peser trop lourd à ton goût. Et effectivement, je pense qu'il faut que tu te débarrasses de cette adéquation que tu as faite dans ta tête entre être jolie et être mauvaise. Et pour se débarrasser de ce truc, surtout d'être mauvaise, il faut passer par la case j'accepte la mauvaise en moi. Parce que si tu tiens tellement à le rejeter, si ça te fait tellement peur, si ça te fait tellement honte, si ça te répugne, et je reprends tes mots, c'est que c'est une partie de toi qui est là et que tu ne laisses absolument pas exister. Et moi, je t'invite vraiment à aller incarner la mauvaise pour pouvoir quelque part l'exorciser. Et t'es pas obligé d'être... Je te dis pas maintenant d'aller dire du mal de tes parents, de faire des crasses à tes copines. Je te dis pas du tout de faire ça. Je te dis par exemple que tu peux être devant ton miroir et jouer à être la fée Carabosse et à jeter des mauvais sorts à tous ceux qui t'entourent parce que c'est toi qui domines la situation et t'es la plus belle et t'emmerdes tout le monde, tu vois. Ou alors tu peux t'inscrire dans un club de théâtre et jouer la méchante. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Ou le faire même toi dans ton salon toute seule, on s'en fiche. Ça peut être fait seul ou juste avec ta meilleure pote ou avec ton mari ou je sais pas qui. Il n'y a pas de souci à faire ça dans un cadre privé. T'es pas obligé d'aller jouer vraiment sur la scène. Tu peux te dessiner toi-même en très jolie et en très méchante. Parce que l'archétype de la femme méchante, notamment dans les contes de fées, dans les Walt Disney par exemple, souvent, mais franchement, elles ont de la classe, quoi. Elles ont de la gueule, quoi. Et tu peux t'amuser un peu avec cet archétype-là dans le côté amusant du style « Ah, tout compte fait, c'est assez cool d'être la méchante quand même ». Tu peux allumer les informations télévisées et dire du mal de qui tu veux. « Ah, ce mec, il est vraiment, franchement, t'as vu comme il a l'air trop con. Oh là là, t'as vu celle-là, franchement, elle est vraiment, vraiment trop moche. » Tu peux dire
tout ce que tu veux. Tu vois nos dirigeants, par exemple, vas-y, dis du mal. Tu peux vraiment être dans ce rôle de la méchante, un petit peu dédaigneuse comme ça, en disant du mal des gens à la télé. Franchement, ça fera de mal en vrai à personne. Et tout le monde s'en sortira sain et sauf. Et toi, ça t'aidera peut-être à sortir ça de toi et à te dire, ok, là, j'ai été méchante, très très méchante, peut-être jolie en plus, peut-être que je me suis même mis du rouge à lèvres, et que, eh ben, il n'y a rien de grave qui s'est passé. Et je suis toujours moi. Et à côté, ça m'empêche pas d'être altruiste, d'être empathique, d'être hyper sympa avec mes amis, mes enfants, etc. Je pense que juste accepter que de temps en temps, tu puisses avoir cette espèce de jouissance d'être méchante. Et donc peut-être des fois d'être une jolie méchante, ça t'aidera à faire de la place à cette femme méchante et du coup à peut-être dissocier d'avec cette femme jolie, c'est-à-dire mince dans ta tête, que tu souhaites être. J'espère que ça va comme réponse. Ensuite, je te lis ça. Bonjour Margot. J'aurais souhaité avoir des astuces pour réfléchir efficacement sur les cartes clés du tirage, pour en tirer un maximum d'enseignements et bien les utiliser pour vraiment avancer sur la question. Je te souhaite une très belle journée. Donc, déjà, ce que tu peux faire, c'est tout simplement la mettre plus en rapport avec les autres cartes du tirage. Comment est-ce que ça va résonner avec les autres cartes de ton tirage? S'il y a un personnage dessus, par exemple, quelle autre carte il est en train de regarder, quelle autre carte il est en train de désigner. Ça, tu peux le mettre plus facilement en rapport avec les autres cartes du tirage. Où est-ce que tu retrouves les mêmes symboles, par exemple, d'une carte à l'autre? Où est-ce que tu retrouves les mêmes couleurs, la même façon de s'habiller d'une carte à l'autre, etc. Donc, essaye de faire résonner ça vraiment avec les autres cartes du tirage parce que ça va t'indiquer, imaginons par exemple la carte que tu trouves clé, ça va être peut-être le fou, et ben ça va t'indiquer où est la zone de folie, où est la zone où il doit aller, sauter, cheminer, etc. Donc tu vas pouvoir mettre plus finement peut-être en rapport avec les autres cartes du tirage. Je te conseille aussi tout simplement, mais ça je le conseille limite pour toutes les cartes, de regarder la carte, de faire un temps de silence. Si la personne est en face de toi, que tu interroges la carte pour une autre personne, tu lui demandes de ne pas parler non plus juste pendant. En général, ça prend 2 ou 3 secondes, c'est tout. Et tu l'écoutes. Et souvent, enfin pour ma part, elle me parle dans la tête en fait. Et du coup, laisse-la parler et dis ce que la carte te dit. En général, c'est assez percutant ce que tu as à ce moment-là. Si tu as un consultant ou une consultante qui est devant toi à ce moment-là, franchement, rien ne t'empêche de lui demander son avis. Tu dis, écoute, je sais que cette carte résonne, je sais que cette carte est importante pour toi. Toi, t'en penses quoi? Et souvent, ça va apporter aussi de l'eau à ton moulin et puis vous allez pouvoir construire une interprétation à deux qui risque d'être tout aussi riche de sens. L'autre chose aussi, ce que j'ai remarqué en tout cas pour mes propres tirages, c'est que souvent pour moi les cartes qui faisaient le plus clic et du coup les 1, 2 ou 3 cartes sur lesquelles j'allais vraiment me concentrer pour le tirage, c'est pas forcément des cartes sur lesquelles il y avait énormément à dire. Tu vois, je prenais pas les 4 ou 5 interprétations possibles pour une carte. Ça voulait juste dire ça. Et souvent, ça pouvait être résumé en 1 ou 2 phrases. Et en fait, juste de dire, mais tu vois, ça, c'est important. Ça veut juste dire, je sais rien moi, ne te laisse pas faire dans cette situation. Et le tarot insiste sur ce point, tu peux voir, parce qu'il y a des cartes qui convergent vers ça, parce que il y a une grosse résonance à ce niveau-là. Mais tu dis juste, la carte indique très clairement, ne te laisse pas faire. Si tu dois retenir une chose de ce tirage, c'est ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire, c'est un exemple bien entendu. Mais en fait, t'es pas obligé d'élaborer une longue construction compliquée au niveau de l'interprétation. Ça peut être vraiment une phrase très simple. Il faut juste que toi, tu apprennes peut-être à vraiment mettre l'accent dessus. Que si c'est un compte-rendu écrit que tu fais, tu surlignes 3 fois. Si tu dois faire un résumé du tirage, tu la résumes en gros. Mais il faut vraiment que l'accent soit mis là-dessus, même si après, c'est pas forcément, ça prend pas forcément beaucoup de phrases. Voilà. Calicia, Camille, tu avais une question aussi, je la lis. Coucou Margot, j'ai une petite question. J'avais fait mon tirage de l'année en janvier et pour le mois de juin, j'avais tiré la lune et le 9 d'épée. Je commence à percevoir cette énergie. J'ai l'impression de me battre contre mes angoisses et c'est assez dur. Est-ce que tu as une idée de comment bien vivre cette énergie du 9 d'épée? Merci beaucoup. En fait, pour moi, la lune et le 9 d'épée, c'est des cartes de culpabilité, d'angoisse et d'angoisse souvent non fondée. En fait, ça me fait penser, je ne sais pas si tu as déjà vu ce petit dessin, il traîne parfois sur les réseaux sociaux. Tu as toute une page blanche et il y a marqué tout ce qui peut se passer. Tout ce qui peut se passer, c'est toute la page blanche. Ensuite, on a fait un grand cercle au milieu et il y a marqué tout ce qui nous fait stresser. C'est tout ce qui nous fait stresser. Et après,
t'as un tout petit point, tout petit point sur ce qui peut vraiment arriver de dangereux. Et effectivement, souvent, on se fait une montagne de ce petit point qui pourrait peut-être être un peu dangereux ou un peu craignos. Et pour nous, ça prend tout l'espace en entier. Et pour moi, c'est vraiment ça. La lune associée au 9 d'épée, on est vraiment, vraiment là-dedans. Donc, le truc que tu peux faire tout simplement, c'est de te dire que là, il s'agit de peur, c'est-à-dire d'une perception d'un futur très, très dangereux qui n'est pas encore arrivé. Et c'est la peur ou se faire du souci comme ça, c'est vraiment parier contre soi dans l'avenir, quoi. Et une fois qu'on sait ça, une fois qu'on sait que ce n'est pas vrai, ce n'est pas arrivé, ça ne va d'ailleurs sûrement pas arriver. Par contre, ma peur est un sentiment qui est vrai, mais que je porte en moi et qui n'est certainement pas vrai dans le monde. C'est pas parce que j'ai une idée de dragon qu'il y en a vraiment un dehors dans les 2 jours. Ça aide vraiment à mettre en perspective. Du coup, ce qu'on doit traiter, entre guillemets, c'est notre peur, passer à travers notre peur à nous, avoir à gérer notre peur et pas avoir à gérer tous les dangers à l'extérieur, parce que gérer tous les dangers à l'extérieur, ouais, ça doit être nettement plus chronophage et d'ailleurs nettement plus angoissant que de gérer sa propre peur. Rien de se dire en général que ça, c'est une peur, ça fait déjà bien descendre le truc selon moi. Dis-moi ce que t'en penses. Aurore, bonjour. Moi, j'ai toujours beaucoup de mal à poser quelque chose de concret sur les tirages. Dans mon interprétation, cela reste toujours trop large, trop spirituel. Je cherche à mettre plus de concret dans mes cartes. Très cher, Aurore, ça tombe super bien parce que ça va être le sujet de mon prochain e-book qui sortira cet été sur le fait de donner des interprétations concrètes pour chaque carte selon sa position dans le tirage. Et effectivement, toutes les cartes, elles n'ont pas la même interprétation selon si c'est la carte de la situation, la carte du conseil, la carte de nos forces, la carte des influences extérieures, etc. Et elles peuvent avoir une résonance différente selon ces différentes positions. Donc, je fais un e-book, en fait, pour faire ça. Donc, honnêtement, je pense qu'en parallèle de l'e-book, je vais faire pas mal de vidéos sur YouTube, je vais faire aussi une newsletter, etc., qui vont vraiment parler de ce sujet de concrétiser, en fait, enfin, pas concrétiser, rendre concrètes nos interprétations du tarot. Donc, t'en sauras plus à ce moment-là. Donc, je ne réponds pas à ta question et je te fais mariner encore quelques temps. Et d'ailleurs, si tu regardes une autre personne qu'Aurore, je m'adresse à toi si tu n'es pas Aurore. Si tu veux recevoir toi aussi mes mails, je te mets le lien vers ma liste mail en dessous. C'est la souscription à l'île Tarot avec moi. C'est une petite série de vidéos gratuites, mais ça t'inscrit en même temps automatiquement à ma newsletter. Et du coup, tu auras les nouvelles là-dessus sur les sorties de mes vidéos, sur justement les réponses que je donne dans ce genre-là, comment faire de son tirage quelque chose de plus interprété dans le concret, on va dire. Comme ça, tu pourras être plus connecté. Et enfin, il y a Sen et Zen qui me posent la question. J'arrive à interpréter pour les autres, mais pour moi, un tirage personnel, c'est indéchiffrable. Pourquoi? T'es pas la seule. C'est une question qu'on me pose assez souvent, celle-là. Je pense que quand ça arrive, c'est qu'on se sent, c'est qu'on a du mal à se mettre à distance et qu'on se permet pas d'être aussi intuitive et de lâcher comme ça les chevaux de son intuition quand on est avec soi. Quand je suis vraiment dans un passage de vie compliqué, pas forcément grave, mais où je me pose beaucoup de questions, etc., et que j'ai besoin de me faire un tirage de tarot sur le sujet, ce que je fais et ce que je te conseille de faire, c'est que enregistre-toi, soit en audio, soit en vidéo, comme tu veux, et tu pratiques ton tirage de tarot comme si tu le pratiquais pour quelqu'un d'autre. Et tu dis tu. Ouais, tu vois, en ce moment, je te sens un peu tendue, un peu perdue. En même temps, tu dois être sous l'influence de cette femme qui ressemble à ça et qui est peut-être soit ta sœur, soit ta meilleure amie. Et ce qui t'est offert comme possibilité juste là, et ce qui te fait flipper d'ailleurs, c'est que justement, il y a cette possibilité professionnelle qui se dessine, etc. Mais tu vois, tu t'adresses vraiment à quelqu'un d'autre qui porte, par hasard, le même prénom que toi. Fais-le comme ça, enregistre-toi. Et réécoute-toi après comme si tu recevais le tirage d'une autre personne qui est en passant tarologue et ça tombe super bien. Et je pense que en fait le travail que tu as à faire c'est vraiment un travail de mise à distance. Ce qui est compliqué quand on se lit le tarot à soi-même, c'est qu'on reçoit des messages de soi pour soi et ça demande un dédoublement qui n'est vraiment pas facile à faire.
peut-être que tu peux même pousser le truc plus loin et te faire enfin t'imaginer un espèce d'avatar de toi-même, la personne en toi qui est un peu perdue, qui tâtonne, qui est plus ou moins en analyse et qui cherche des réponses. Tu vois, un toi, mais un toi un peu plus fragile, un toi un peu plus immature, un toi qui a un peu plus peur. Tu vois, peut-être, ouais, même physiquement, j'aimerais bien que tu te vois comme un peu plus fragile, tu vois, peut-être un peu plus fragile. Et que, attends, et que du coup, tu puisses vraiment, et que tu te donnes un autre nom, tu vois. Je ne sais pas quel est ton nom en fait. On va dire que tu t'appelles Nicole, d'accord? Et que du coup, tu te dises que moi, Nicole, la tarologue, j'offre un tirage à Nicole la fragile, d'accord? Et que tu t'imagines vraiment comme Nicole la fragile. Et que quand tu as une carte qui peut être un peu perturbante pour toi, parce que mine de rien, c'est quand même que toi, tout ça, tu reprennes le dessus et tu te dises, attends là, qu'est-ce que Nicole la fragile a besoin d'entendre avec cette carte-là? Et tu lui dis à ce moment-là, ou tu lui notes, ou tu lui dictaphonises, enfin comme tu veux. Mais je pense qu'à ce moment-là, ça va pouvoir t'aider. Mais je pense que ça passe vraiment par un travail de distanciation. À la limite, ce que tu peux faire aussi, c'est peut-être utiliser un tarot qui est juste pour toi, pour pas qu'il y ait de confusion avec les autres personnes. Peut-être que tu as l'impression qu'il y a un outil que tu utilises pour les autres et qu'il y aurait besoin d'un outil pour toi. Regarde, pour moi, ça marche pas vraiment comme ça, mais peut-être que pour toi, c'est le cas. Donc ouais, ça, c'était l'outil fondamental que j'avais envie de te donner. Écoutez, j'en ai fini avec vos questions pour aujourd'hui. J'espère vraiment que vous allez bien. Je vous souhaite des tas de jolies choses pour aujourd'hui. Je vous embrasse bien fort. Salut!